Bonjour et bienvenue sur le podcast Ayurveda, le premier podcast francophone dédié à cette médecine traditionnelle indienne. Yoga, méditation, cuisine, épices, phytothérapie, respiration, Massage, repos, digestion, saison, curcuma, graines de fenouil. tout ça, c'est de l'Ayurveda. Nous sommes Nat et Lorraine, praticiennes en Ayurveda, et un vendredi sur deux, nous partageons avec vous nos rencontres et notre passion pour cette pratique au travers de thèmes liés à la santé et à l'hygiène de vie. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com, sur Facebook et sur Instagram. Aujourd'hui, nous recevons Gwenaëlle Bhattard, praticienne en Ayurveda, auteure du livre L'Ayurveda Sourire et du podcast du même nom, Ayurveda Sourire, sur Radio Médecine Douce. Avec Gwenaëlle, nous allons voir comment nous pouvons faire entrer la pensée positive, la joie, dans notre quotidien à travers plusieurs aspects, le mental, l'alimentation et la relation au corps. Bonne écoute! Bonjour Gwenaëlle, bienvenue sur le podcast. Bonjour Nathalie, merci de m'accueillir. On est contente de te recevoir. Tu es podcasteuse comme nous, puisque tu as un podcast sur Radio Médecine Douce, ce que disait Lorraine en intro. Tu es praticienne en Ayurveda, donc tu as ton cabinet à Paris 18e, je crois. C'est ça, exactement. Tu as fondé donc le site internet qui s'appelle Mihira Ayurveda, tu vas nous en parler un petit peu tout à l'heure. Et puis tu es aussi auteur d'un livre qui s'appelle L'Ayurveda Sourire, dont tu vas peut-être aussi nous parler. Est-ce que tu peux nous dire comment l'Ayurveda est entré dans ta vie? Oh là là, grande question. Alors déjà, j'en profite aussi pour dire bonjour à Lorraine, parce que je t'ai dit bonjour Nathalie et j'ai pas dit bonjour à Lorraine. Bonjour Quand Gwenaëlle. même. Alors oui, en effet, alors comment l'Ayurveda est entré dans ma vie, c'est un peu improbable, je crois. Et à la fois, c'est très simple comme histoire. J'ai toujours été fascinée par l'Inde depuis toute petite. C'est vraiment quelque chose qui a toujours été très présent dans ma vie. Et voilà, à 15 ans, j'ai décidé de faire mon premier voyage en Inde. Bon, à l'époque, on n'allait pas en Inde, on allait plutôt aux États-Unis, à Disney World ou des choses comme ça. Même si je suis très très jeune, quand j'avais 15 ans, c'était pas du tout à la mode comme maintenant. Et en fait, ça a été mon premier contact en réalité avec l'Ayurveda, avec vraiment la culture indienne, ce soin en fait holistique de l'être. Et c'est quelque chose qui est resté un petit peu à mes côtés tout au long de ma vie, mais de façon vraiment très subtile, jusqu'au jour où j'ai décidé vraiment de l'intégrer pleinement, alors que je faisais totalement autre chose. Hein. Je vivais dans un autre monde qui concernait ma deuxième passion, qui était le parfum, la création de parfums. Donc voilà. Et puis un jour ça ne me convenait plus, j'étais plus alignée avec moi-même, plus en phase. Et l'Ayurveda a pris chaque fois plus de place et je lui ai donc laissé sa place et j'ai décidé en fait de l'intégrer pleinement dans ma vie et dans mes projets de vie aussi, puisque c'est vraiment ça qui me faisait vibrer. Voilà. Waouh, belle histoire. Est-ce que, alors, je le disais tout à l'heure, ton livre s'appelle L'Ayurveda Sourire. Donc, tu fais vraiment de la joie, du sourire, de la pensée positive. C'est vraiment ton créneau, ton dada. Est-ce que tu peux nous parler de ça, de comment tu l'intègres dans l'Ayurveda? Oui, alors l'Ayurveda sourire, ouais, c'est la technique que j'ai créée. D'ailleurs, en fait, le titre de mon livre prend le nom de la technique, l'Ayurveda sourire, mais aussi mon mantra. Mon mantra qui est la joie du cœur et la santé du corps. Et ça, c'est très important parce que ça va vraiment être le fil conducteur de ma pratique. J'ai voulu, en fait, le jour où je me suis mise à mon compte, proposer une technique qui était vraiment alignée avec qui j'étais, justement. Je me suis dit que j'allais pas révolutionner toute ma vie pour quelque chose en fait qui n'allait pas être 100% personnel et qui n'allait pas avoir vraiment mon empreinte. Le sourire, c'est quelque chose qui m'a accompagnée tout au long de mon existence. J'ai eu la chance d'avoir une mère extraordinaire, très souriante, qui intégrait vraiment la joie dans son quotidien et qui rayonnait en fait aussi dans la vie des autres grâce à son sourire. Donc c'est quelque chose qui m'a nourrie tout au long de ma vie et c'est quelque chose que moi aussi j'ai fait grandir en moi. Je suis une personne aussi de nature très positive, très souriante
Et donc, je me suis dit que si jamais je devais avoir en fait un petit peu ma petite touche personnelle, ça allait être celle-ci, et que c'est celle que j'avais envie d'offrir au monde, puisque c'est toujours celle en fait qu'on mettait en avant, dans toutes mes relations professionnelles passées, dans toutes mes relations d'ailleurs personnelles également. Euh, donc voilà, donc ça c'est la première chose, c'est très important. Et puis après, je crois que le sourire, c'est vraiment le début pour moi de tout. De tous les, c'est le début de tous les processus de guérison, de toutes les évolutions. Ça nous reconnecte en fait vraiment à notre vraie nature, à notre essence pure. Tous les êtres en fait sont joyeux à la base, même si on n'a pas les mêmes degrés de joie et qu'on va pas développer la même joie de vivre, on va pas forcément sourire de la même façon, mais en tout cas, ce sourire, il est là, c'est vraiment l'essence de chaque être, c'est le seul langage universel. Un sourire, c'est ce qui connecte deux personnes tout de suite. Enfin, ça a vraiment du sens et c'est du bon sens en fait. Donc c'est un peu ça qui a fait que j'ai voulu créer cette technique. Après, il y aurait énormément de choses à dire, mais je dirais qu'en tout cas, l'impulsion, elle vient un peu de toutes ces sphères-là. Ok. Ok, bah en tout cas, on sent que tu incarnes ce sourire, cette joie. Nos auditeurs peuvent pas te voir, mais peut-être qu'il y en a certains qui te connaissent et voilà, tu es toute pétillante, tu as un petit chemisier fleuri aujourd'hui. Enfin, c'est vraiment, voilà, tu incarnes pleinement tout ça. Malgré l'automne, tu restes fleurie. Oh, merci beaucoup. On essaye. C'est important d'ailleurs de porter des couleurs, cela dit, hein. Petite parenthèse. Exactement, les couleurs ont un impact hyper important sur la pensée positive d'ailleurs. Tout à fait. Et puis sur ce qu'on va dégager aussi de soi, hein, sur l'énergie en fait qu'on transmet. Donc oui, c'est Tout à fait. important. Donc tu disais que bon bah toi tu as eu la chance d'avoir un environnement dès ton enfance plutôt positif, souriant, lumineux. Pour les personnes qui n'ont peut-être pas eu cette chance, pas cet environnement, est-ce que donc la pensée positive c'est quelque chose qu'on peut développer et on va rester sur du positif. Donc oui, c'est quelque chose qu'on peut développer, mais de quelle façon on peut le faire quand au niveau du mental par exemple ou au niveau psychologique, on n'a pas cette base euh, de notre éducation et on n'a pas l'habitude de sourire, par exemple, tout simplement. Comment tu donnerais une première piste pour explorer cette pensée positive? Alors encore une fois, je crois vraiment que le sourire, c'est l'essence de chaque être. Donc les personnes qui n'ont pas l'habitude de sourire, qui sont pas forcément dans la joie, tout ça pour multiples raisons, hein, je veux dire évidemment, on est tous différents. Déjà, je les inviterais à sourire quand même, parce que en fait, il y a beaucoup de proverbes en fait qui disent souvent fais-le, même fais semblant jusqu'à ce que tu arrives en fait à mettre les choses en place, jusqu'à ce qu'elles se concrétisent vraiment. Et en réalité, c'est un peu ça. Je crois que le fait déjà de sourire, ça envoie un petit peu des signaux dans le corps qui vont en fait aller développer des choses un peu plus positives en soi. Donc c'est la première étape et l'étape la plus simple en réalité. Après, ce que je dirais, c'est que peut-être que ces personnes en fait qui sont beaucoup dans la tristesse ou voilà, elles ont aussi en fait une énorme chance et un potentiel à développer parce qu'elles peuvent en fait utiliser toutes leurs ombres, toutes leurs parts en fait, leur côté sombre en fait, on va dire, pour pouvoir justement faire rayonner ce qui est sous-jacent. Il n'y a pas de lumière sans ombre, jamais. Je veux dire d'ailleurs, on n'est pas du tout chez les bisounours. Dans l'Ayurveda sourire, très souvent, il y a des choses difficiles. On va aller fouiller justement dans tous les recoins en fait, et parfois dans les ombres et dans ce qui fait mal, mais justement pour faire rejaillir la lumière. Donc ces personnes qui sont déjà en fait plongées quelque part dans quelque chose de négatif, d'ombre, de sombre, elles peuvent en fait utiliser ça comme un support en fait pour aller faire rayonner leur lumière. Elles peuvent en fait justement l'utiliser comme une espèce de trampoline pour pouvoir rayonner et puis développer la joie en elles. Mais c'est tout un processus et c'est certain que c'est pas quelque chose de simple. Il n'y a pas en fait de recette miracle, il n'y a pas de recette magique, il y a encore moins de choses qui fonctionnent pour tout le monde. Et d'ailleurs, c'est le propre de l'Ayurveda, hein, c'est que rien n'est vraiment adapté à tous à 100%. C'est que du sur-mesure à 100% justement. Donc là aussi, c'est pareil. Je pense que c'est du sur-mesure à 100%. Essayer déjà de s'entourer de personnes joyeuses, de personnes qui nous tirent vers le haut. Essayer en fait de mettre en place des choses en fait qui vont développer le jeu, tout ce qui est ludique, tout ce qui va créer de l'enthousiasme. Donc se reconnecter en fait un peu à cette part de divin, parce que l'enthousiasme c'est Dieu en soi, hein, d'ailleurs en grec.
antéos. Donc, essayer de se reconnecter à ça, à cette part-là. C'est ça, en fait, moi, que je leur conseillerais. Vraiment aller dans le jeu, déjà. Des Mm. choses qui font plaisir. Le plaisir, en fait, c'est le chemin le plus rapide, en fait, vers le sourire, vers la joie, quand elle n'est pas forcément présente dans la vie. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme action concrète? Parce que quand tu disais se forcer, entre guillemets, à exprimer la joie, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Est-ce que on se regarde tous les matins dans le miroir en souriant, même si on se force? Qu'est-ce que ça peut être comme action concrète? Alors, bah, déjà, il faut avoir envie, hein. Ça, c'est la Ouais. première chose, c'est déjà, il faut avoir envie de faire, enfin, de mettre en place des changements dans sa vie pour aller vers la joie. Donc, ouais, première chose. Après, oui, sourire. On peut tout à fait, en effet, se regarder dans la glace, sourire, tout ça. On peut, enfin, regarder des films qui nous font rire. On peut, en fait, décider. Enfin, moi, il y a un truc, par exemple, que je fais. Enfin, voilà, comme ça, les auditeurs le sauront. J'assume complètement. Quand j'ai des jours où je vais pas super bien, parce que ça m'arrive évidemment. Moi, ce que je fais, mon remède, mais qui marche tout le temps, c'est d'écouter et de regarder surtout les clips de la compagnie créole. Là, ça marche à tous les coups. Déjà, j'adore, je suis morte de rire. Et en fait, voilà, ça apporte plein de soleil, plein de joie. Je pense que c'est ça. Ou alors, dans ces cas-là, peut-être aussi penser à des jeux qu'on faisait quand on était petit, des trucs en fait qui nous amusaient, qui nous faisaient vraiment rire, où vraiment on avait l'impression d'être porté, de pas avoir de contrariété, d'être, enfin voilà, juste dans le jeu en fait, aller dans une action qui est d'ordre méditative, mais ludique et joyeuse. Et revenir à des choses simples, en fait. C'est ça, des choses simples, des choses simples. Et encore une fois, toujours s'entourer de personnes en fait qui nous tirent vers le haut. C'est très très important ça. Voilà, essayez toujours de voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Mais quand on est en fait dans une phase hyper sombre et négative, on a beaucoup de mal à faire ça. Donc moi, je pense qu'il faut toujours passer par le jeu. Après, ça peut être par le sport, ça peut être plein de choses, mais il faut toujours qu'il y ait ce côté ludique. Et donc, c'est difficile de donner des exemples en fait plus concrets que ça parce que ça va dépendre de chaque personne. Oui, ça va dépendre de chaque personne et aussi du lien que la personne elle a avec elle-même, tu vois, la bienveillance, je pense que c'est une des bases en fait, hein, d'être bienveillant envers soi-même pour pouvoir développer la pensée positive. Ça, c'est sûr, c'est certain. Hyper important. Bienveillance, c'est vraiment un mot-clé. Mais c'est aussi bien se connaître au final, parce que là, tu disais, bon, s'entourer de personnes joyeuses, bon, c'est pas toujours évident, hein, quand tes collègues font tous la gueule le matin quand t'arrives, ou quand tu prends le métro, et pour les Parisiens en tout cas, et que c'est pas toujours le sourire qu'on croise à chaque coin de métro. Mais aussi, il y a quelque chose que je voulais souligner. On entre là dans une saison, au moment où on enregistre l'épisode, une saison qui est un peu source un peu de stress, de tristesse. C'est la fin de l'été, c'est la fin des vacances. Bon, c'est aussi source de bonheur parce que ça peut être de nouveaux départs, etc. Quel est le lien, toi, que tu fais, et qu'est-ce que tu proposes, par exemple, aux gens pour qu'ils prennent bien en compte cette saison, qu'ils apprennent à bien se connaître, en fait? Qu'est-ce que tu leur proposes? Qu'est-ce que tu leur conseilles? Alors, déjà, en fait, pendant que tu parlais, j'ai pensé à d'autres choses par rapport à ta question précédente. Mais je vais revenir Ouais. sur celle-ci. Mais Vas-y. en fait, des choses toutes simples aussi pour développer la joie dans son quotidien, elles sont tellement évidentes que je n'y ai même pas pensé, mais c'est les gratitudes aussi. Juste avoir de la gratitude. Tous les jours, en fait, remercier pour tout ce qu'on a et souvent pour des petites choses. Et puis aussi voir toutes les actions positives qu'on a faites, toutes les choses en fait qu'on est capable de mettre en place, des choses simples, mais voilà, tout ce qu'on peut apporter au quotidien aux autres, à soi, au monde. Voilà, savoir aussi se remercier soi-même, c'est avoir de la gratitude pour ce qui nous arrive, mais aussi avoir de la gratitude pour être qui on est. Là, c'est déjà le début de l'amour de soi, et là, on est chaque fois plus dans la joie. Essayez aussi d'apprendre à se valoriser, parce que plus on s'aime, et plus c'est facile. Se valoriser et voir en fait, bah voilà, que on a plein de qualités. On peut aussi se faire des compliments sincères à soi-même, qui peuvent être des choses très simples, comme les gratitudes. C'est des choses très très simples. On n'est pas obligé d'avoir fait des actions complètement folles. Ça peut être juste, avoir laissé passer quelqu'un, dans la rue, laisser son siège dans le métro, faire un sourire à un inconnu. Même avec le masque, hein, sourire avec les yeux, ce qu'on veut, mais en tout cas, voilà. Tout ça, oui, en effet, c'est des choses en fait qui mènent vers la joie et qui sont des petites actions simples. Après, maintenant, en effet, on va rentrer dans cette saison d'automne, cette saison Vata qui est très perturbante pour beaucoup de personnes parce qu'elle génère en fait une certaine forme d'anxiété, de peur, d'instabilité.
Et c'est vrai qu'après cette saison rayonnante de l'été, c'est pas toujours simple, la transition. Moi, je pense que là, c'est vraiment important de prendre le temps de se poser, de prendre soin de soi. Alors, c'est toujours important. Mais là, ça l'est et c'est absolument fondamental. Je crois qu'il faut vraiment travailler sur son ancrage. Et travailler sur son ancrage, c'est faire du yoga, c'est méditer, c'est respirer, c'est faire des choses en fait qui nous permettent de nous reconnecter avec qui l'on est. Être vraiment dans la douceur envers soi, encore une fois, la bienveillance, aller vers des aliments aussi qui sont plus peut-être des légumes racines, des choses comme ça qui nous ramènent encore plus vers la terre. Aller vers des épices aussi réconfortantes et un peu réchauffantes. Hein. Là, c'est la saison parfaite, par exemple, pour boire du lait d'or. C'est voilà, on peut en boire tout le temps, mais là encore plus, il faut aller en fait vers ce côté un petit peu doudou, réconfortant, je crois, Mhm. mais en étant toujours dans la bienveillance et dans le soin envers soi. Quand je dis doudou réconfortant, c'est pas du tout aller manger du chocolat toute la journée. C'est pas des choses en fait qui vont être bénéfiques pour soi. Même si sur le moment en fait ça fait du bien, c'est toujours trouver l'harmonie, la juste mesure, l'équilibre. Mais en tout cas voilà, se relier à ce qui nous fait vraiment du bien. On sait par exemple que tel ou tel collègue, comme tu disais, c'est une personne qui est nocive. Ben, toute l'année, il faut faire attention, évidemment. Il faut essayer peut-être de voir, de changer ses œillères et puis de se dire que ce qu'elle nous a dit, c'est peut-être pas si négatif. On peut peut-être trouver du positif en fait là-dedans. Essayer de voir l'autre côté des choses, peut-être déjà pour commencer. Mais comme c'est une personne potentiellement qu'on va croiser tous les jours, savoir qu'en cette période de l'année là, maintenant, on n'a pas besoin de ça. Hein. Alors vraiment, on a moins de force en fait pour ça. Donc là, il faut vraiment, vraiment en fait se protéger. C'est une saison en fait où il faut prendre soin de soi, se protéger et voilà. Ouais. Bon, bah bien, écoute, tu nous as fait une bonne transition puisque juste après ça, on voulait parler d'alimentation, donc on va glisser petit à petit par là puisqu'on a pas mal parlé jusqu'à présent là de mental, de psychologie, et puis après on voulait parler aussi avec toi d'alimentation, comment on lie l'alimentation à la pensée positive, au sourire, et puis après on parlera de notre relation au corps puisque c'est important aussi. Donc si on se parle là du coup d'alimentation, qu'est-ce que c'est donc l'alimentation sourire? L'alimentation sourire, quelque part, j'ai envie de dire que c'est déjà une alimentation qui sera adaptée à sa constitution et à ses Mm. déséquilibres ayurvédiques. Ça déjà, c'est certain, parce que ça permettra en fait d'avoir un meilleur équilibre, une meilleure harmonie, mais ça permettra aussi en fait d'avoir un feu digestif qui fonctionne bien. Et la digestion, c'est quand même la base. Parce que Mhm. en Ayurveda, on digère évidemment ce qu'on mange, mais on digère aussi tous nos ressentis, toutes nos émotions. Voilà, ce qu'on mange, c'est important, mais ce qu'on digère, c'est encore plus. Donc voilà, comment j'arrive à métaboliser, à transformer ça. Donc déjà, ça c'est la première chose. L'alimentation sourire, ce sera aussi une alimentation plaisir. Parce que comme on le disait tout à l'heure, le plaisir, c'est sûrement un des premiers chemins, en fait, justement, vers la joie. Si on mange sans plaisir, c'est quand même triste. La vie, c'est une célébration. Il faut pas être, en fait, dans la contrainte et la restriction. Juste trouver, en fait, toujours la voie du milieu, le juste milieu, ce qui est bien pour nous. Donc, évidemment, en Ayurveda, on va manger de saison locale plutôt. Donc là, il faudra en fait s'adapter à l'énergie en fait de Vata qui va arriver. Donc manger plutôt local de saison pour les aliments sourire. Mais aussi, ce qui peut être utile, c'est d'aller vers des aliments sattviques, les aliments de la joie, des aliments en fait justement qui favorisent le calme, la joie, l'alignement, qui nous reconnectent un peu avec notre divinité intérieure. Donc là, il y a beaucoup d'aliments sattviques. Déjà, il y a beaucoup d'épices sattviques qu'on connaît bien. Il y a le gingembre, il y a le curcuma, il y a le basilic, il y a le fenouil, il y a aussi la cannelle qui est très réconfortante, par exemple, la cardamome qui est de loin mon épice adorée d'amour que j'aime fort. Voilà, il y a énormément de choses en fait qu'on peut déjà consommer, mettre dans son alimentation, qui vont en fait favoriser ça. Mais je crois que c'est aussi beaucoup le rapport émotionnel qu'on a avec ce qu'on va manger. Et Mm. là, c'est vraiment relié à l'histoire de vie de chacun. Il n'y a pas vraiment de règles, parce qu'encore une fois, là, je parle des aliments sattviques, mais en réalité, on a besoin de toute façon de tous les aliments et de toutes les énergies alimentaires. Donc, en Ayurveda, on parle en fait de tamas, de rajas et de sattva, mais tamas et rajas
ont aussi leur place et ils sont aussi importants puisque là, en fait, justement, aller travailler sur l'ancrage, c'est aussi accueillir une part un peu tamasique en soi, d'inertie, voilà, qui ramène à la terre. Donc après, en Ayurveda, les saveurs sont médicinales. Vous avez déjà dû en parler des tonnes de fois en fait dans vos podcasts. Donc elles vont aussi favoriser des émotions chez certaines personnes. Donc elles vont en fait avoir des impacts sur les doshas, aussi bien sur la constitution que sur les déséquilibres, et elles vont en fait favoriser pour certaines certaines émotions. Donc en fait, ça aussi c'est des choses en fait qu'il faut savoir adapter en fonction de soi. C'est toute la richesse de l'Ayurveda d'ailleurs d'aller en ce sens en fait, d'aller vers déjà ce qui est bon pour la constitution d'un point de vue purement théorique, les déséquilibres, les énergies en fait qui vont nous convenir maintenant à cette époque de l'année, à cette époque de notre vie aussi, les énergies tout court en fait qui vont nous convenir par rapport à notre état mental, psychologique et spirituel, et puis surtout confronter tout ça à qui l'on est en fait, à notre histoire personnelle. Il y a des personnes qui ont des aversions particulières pour des aliments qui sont particulièrement bénéfiques pour elles en fait, d'un point de vue ayurvédique, parce que c'est associé à des mauvais souvenirs et inversement. Moi, je pense que c'est toujours bien, même quand c'est pas des aliments en fait qui nous conviennent à 100% par exemple par rapport à notre constitution ou nos déséquilibres, de s'octroyer en fait un plat doudou une fois par semaine. Le truc en fait qui réconforte, le repas en fait qu'on mangeait quand on était petit, que nous faisait notre maman ou qui on veut en fait, mais qui nous mettait en joie, le petit rituel en fait du samedi soir devant la télé avec ses parents, qui nous rappelle ce moment en famille réconfortant, sécurisant. Ben justement, même si c'est quelque chose qui va à l'encontre en fait de notre constitution ou de nos déséquilibres en fonction de l'Ayurveda, moi je crois qu'il faut le consommer au contraire parce que c'est ce qui va favoriser la joie et c'est ce qui va faire en fait qu'on va trouver son équilibre. Il n'y a pas d'équilibre sans un peu de déséquilibre. On peut pas être tout le temps dans la ligne parfaite. Voilà, il faut savoir se faire plaisir et pas être en fait justement dans l'obsession alimentaire. C'est bien pire en fait. C'est pire de consommer des aliments qui nous conviennent avec de la frustration que de manger quelque chose qui ne nous convient pas avec culpabilité. Avec plaisir. Ouais, c'est clair. Tu as parlé justement du lien entre les saveurs et les émotions, et je crois que ça justement, c'est pas quelque chose qu'on a déjà abordé dans le podcast. Donc peut-être que tu peux nous refaire un petit point là-dessus sur quelles saveurs déclenchent quelles émotions et comment on peut gérer ça dans notre alimentation. Mhm. Alors moi je travaille beaucoup, je travaille beaucoup avec ça moi dans ma pratique. C'est quelque chose qui est vraiment intégré, qui est important. Par exemple la saveur sucrée déjà qui est la base en fait, qui est celle qui construit le corps, Madhura. Elle en fait c'est la saveur de l'amour par exemple. C'est d'ailleurs un bon exemple, c'est de voir un bébé en fait si jamais vous mettez sur votre doigt du sucre et sur l'autre quelque chose d'acide par exemple et que vous rapprochez vos doigts de sa bouche, c'est clair qu'il va prendre le doigt sucré. Enfin, voilà, c'est en fait c'est tout de suite en fait naturellement on va aller vers cette saveur, vers le sucré. Et quand je dis sucré, c'est pas le sucre industriel. En Ayurveda, les saveurs sucrées, ça peut très bien être les céréales, par exemple, le riz, des choses comme ça, des aliments qui vont nourrir le corps. La saveur sucrée, par exemple, c'est une saveur qui représente, on va dire, la saveur de l'amour. C'est une saveur en fait qui va nous aider en fait à développer de la compassion, de la joie d'ailleurs aussi. Mais quand elle est consommée en équilibre, et c'est toujours une question d'équilibre, parce que le revers de la médaille de la saveur sucrée, par exemple, c'est que d'un point de vue émotionnel, elle peut créer aussi en fait de la possessivité excessive, de l'attachement, de l'avidité, parce que c'est une saveur en fait qui est composée des éléments terre et eau. Donc c'est une saveur qui est très orientée kapha par rapport au dosha. Donc elle va en fait exalter quand elle est mal consommée tous les aspects en fait négatifs de kapha. Donc voilà, et ça peut en effet faire beaucoup de lourdeur, de congestion, de mucosité aussi la saveur sucrée quand elle est consommée en fait en excès. Donc il y a 6 saveurs en Ayurveda, on l'a pas dit, mais bon, voilà. Donc la saveur sucrée, en tout cas, c'est la première que je mettrai en avant. Après, il y a la saveur acide. La saveur acide, elle, du coup, elle peut en fait, quand elle est bien consommée, en tout cas, enfin,
consommée de façon équilibrée par rapport à qui l'on est, elle peut favoriser en fait un esprit critique. Elle peut nous aider en fait à mieux comprendre les choses en fait. Mais ça peut être aussi une saveur de l'envie qui peut créer ça. Elle peut créer de l'envie. Et puis en déséquilibre, elle crée aussi justement de la critique excessive. Autant ça donne en fait un esprit critique, une façon en fait de bien voir les choses, d'avoir en fait un esprit vif un petit peu. Mais ça peut aussi en fait favoriser aussi le jugement, la critique, la jalousie, des choses en fait qui sont aussi assez négatives. Donc voilà. Donc ça, ce serait pour la saveur acide. Après, il y a la saveur salée. La saveur salée, elle, du coup, elle peut en fait justement donner un peu du sel à la vie. Donc le sel à la vie, c'est de l'enthousiasme. Ça peut donner de la confiance aussi. Mais c'est une saveur qui peut aussi générer de l'avidité en soi. Ça peut donner un sentiment un peu de déprime quand elle est consommée à l'excès, un peu de léthargie aussi, et puis de l'irritabilité surtout, parce qu'il y a ce côté en fait très chauffant, puisque c'est de l'eau et du feu en fait, la saveur salée. Et donc là, on est aussi très en lien en fait avec l'énergie de Pitta. Donc on peut aussi avoir tous les déséquilibres en fait de type Pitta. On peut faire aussi attention à ça. Après, la saveur piquante, elle, du coup, elle peut en fait donner aussi pas mal de vitalité. Elle peut amener un petit peu tout ça, de la concentration aussi, des perceptions un petit peu plus claires, puisque là on est aussi, on a du feu, mais on a de l'air aussi. Donc voilà, on a en fait aussi cette capacité de perception, mais bon, qui va tirer un petit peu vers le haut. Mais ça peut aussi favoriser la colère, par exemple, la compétition, tout ce qui est violence, toutes ces choses-là. Donc ça, ce serait plutôt pour la saveur piquante de la haine aussi. Il nous reste l'amer et l'astringent, ça c'est des saveurs que les gens ont des difficultés à reconnaître souvent, surtout l'astringent. Ouais, oui. Et puis la mer, en fait, aussi, on l'a pas beaucoup dans Ouais. notre alimentation. Enfin, ici en Occident, on a des saveurs amères, mais on n'en a pas autant que les Indiens, par exemple, qui en ont plein dans leurs légumes, tout ça. La saveur amère, en fait, moi je l'aime beaucoup. Elle est très intéressante parce qu'elle est hautement médicinale déjà, la saveur amère. Euh, et en fait, elle, quand elle est bien utilisée, en fait, quand elle est utilisée en harmonie, en équilibre, elle permet en fait d'avoir de meilleures ouvertures de conscience. Elle permet aussi de favoriser les états méditatifs, tout ce qui est introspection. Par contre, justement, c'est un peu l'amertume aussi quand elle est mal utilisée. En fait, elle peut favoriser du chagrin, de la tristesse, du repli sur soi, de la solitude, un peu de rejet de l'autre. Il y a un peu ça, ce côté un petit peu amer dans la bouche. Donc, il faut savoir aussi bien la doser, bien l'ajuster en fonction de qui l'on est, de ses déséquilibres. Et puis après, il y a la saveur astringente pour terminer. La saveur astringente, elle permet en fait d'avoir du courage. Elle soutient en fait. Mais quand elle est mal consommée, en fait, elle va favoriser en fait l'éparpillement et l'anxiété aussi. Donc, elle peut aussi générer de la peur, la saveur astringente. Donc voilà, les émotions en fait et les saveurs à peu près dans les grandes lignes. Mm. Pour moi, ce serait ça. Après, il y aurait beaucoup de choses à dire et à approfondir évidemment, mais en tout cas, ouais, Et la dans les grandes consigne, lignes. c'est surtout d'équilibrer toutes ces saveurs et de chercher dans son assiette à avoir un peu de tout, avoir du Exactement. plaisir Beaucoup et de de la plaisir. couleur. La couleur, ça, au Mm. moins, on est sûr de varier et d'équilibrer. Et tout à fait, c'est ça. Ça, c'est super important. Et puis bon, même, enfin, je veux dire, chaque repas, c'est une célébration pour soi. On fait des offrandes aux dieux, mais c'est tous les jours, en fait, on se fait une offrande à soi. Donc, on est déjà notre propre Dieu. Donc, tous les jours, on devrait se dire que chaque repas, c'est une offrande à la déesse ou au Dieu que nous sommes, et justement faire en sorte que ce soit magnifique, que ce soit quelque chose, en fait, un beau cadeau pour soi, pour son corps. C'est vrai que se le dire avant de manger, c'est important parce que ça nous permet de manger aussi en pleine conscience. C'est quelque chose qu'on ne sait pas trop faire dans notre société. Souvent, on mange avec notre téléphone ou la télé ou les gens qui parlent autour. Alors qu'en Ayurveda, on recommande justement de manger dans le silence, dans la quiétude, pas d'émotion. Mhm. Ou alors la pensée positive peut-être. Ouais, c'est Mais ça. c'est Mais en quelque chose. effet, oui, c'est ça. Être vraiment, oui, en paix, quoi, avec son assiette. Pas de distraction extérieure, ouais. Mm.
Parmi tes spécialités, Gwenaëlle, aussi, tu renseignes beaucoup sur les plantes, et particulièrement les plantes locales, qui sont plus faciles à avoir que quelquefois les plantes ayurvédiques. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les plantes et des plantes qui justement favorisent la joie, la luminosité, la pensée positive? Les plantes que toi tu recommandes peut-être le plus? Alors c'est vrai que moi je travaille beaucoup avec des plantes locales, c'est important pour moi parce que je pense qu'on est en résonance en fait avec son environnement de naissance et que puisqu'on est le reflet de l'univers, on est un microcosme dans un macrocosme. Je crois aussi que notre microbiote est en résonance avec les plantes qu'il y a justement dans notre environnement. Donc oui, j'utilise quelques plantes ayurvédiques, mais elles sont quand même relativement rares parce que la transparence et la traçabilité sur les plantes ayurvédiques aujourd'hui est pas toujours au rendez-vous, mais ça dépend. Mais en tout cas, voilà. J'utilise plein de plantes locales, donc c'est vrai que c'est pas facile comme question. Je dirais que dans les plantes que j'utilise beaucoup, il y a la matricaire, par exemple, la camomille matricaire, qui est une plante en fait qui paraît être très simple et qui pourtant en fait a des vertus incroyables en fait qu'on peut utiliser pour plein de choses. Elle est vraiment très utile, très très efficace. Donc c'est clair que je l'utilise beaucoup. J'utilise la menthe aussi parce que la menthe poivrée majoritairement, mais pas que. La menthe, elle a une énergie sattvique très importante, par exemple. Elle permet beaucoup justement les ouvertures de conscience, enfin la clarté d'esprit. Elle joue beaucoup en fait sur la spiritualité, donc c'est une plante aussi que je vais utiliser, mais enfin, il y en a beaucoup, hein. Il y a la mélisse que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup utiliser le cassis aussi, que je trouve très très utile. La Centella asiatica, qui est aussi bien une plante ayurvédique qu'une plante locale, qui s'appelle aussi hydrocotyle, hein, pour ceux qui connaissent pas, en tout cas la Centella, qui a vraiment beaucoup de vertus. Ça peut être l'ortie. Enfin, C'est des plantes que tu vas plutôt recommander en infusion ou en complément alimentaire ou carrément dans les plats? Comment tu recommandes leur prise? ça va dépendre en fait de la personne. Ça va dépendre puisqu'en fait on s'adapte aussi hein, au fonctionnement de chacun. Il y a des personnes en fait qui sont hyper fans des tisanes. Alors moi c'est vraiment ma spécialité les tisanes, hein, les petites potions magiques, c'est vraiment ce que je préfère. Mais après il y en a pour qui des formes galéniques plus simples en fait sont plus appropriées. Hein. Il y a des personnes qui préfèrent la gémothérapie, comme il y a des personnes pour qui les hydrolats sont plus adaptés, ou alors les extraits fluides, les suspensions intégrales de plantes fraîches. Enfin il peut y avoir 1000 façons en fait d'utiliser les plantes. Donc Et de les intégrer dans son quotidien en fait. c'est ça, exactement. Ça peut être aussi l'olfactothérapie, ça peut être les huiles essentielles. Ça dépend aussi du rapport que la personne a à la plante, parce que ça aussi c'est important. Parce que si jamais la personne elle arrive en fait à développer déjà un lien avec la plante, qu'elle arrive à suivre la préconisation donc d'intégrer la plante dans sa vie sur tant ou tant de jours, ça va dépendre aussi de comment elle va l'utiliser. Donc, il faut que ce soit simple, il faut que ce soit facile, que ça corresponde à qui elle est. Et du coup, ce sera d'autant plus efficace. Parce que si jamais ça devient une contrainte, du coup, là, ça commence à devenir compliqué, en fait. Hein. Et les effets seront pas les mêmes parce que justement, quand elle va consommer la plante, la personne, elle va, enfin, ce sera genre, faut encore que je fasse tout ça. Voilà, il y aura quelque chose de négatif. Donc, ça, c'est pas recommandé. Ok. On arrive sur la dernière partie avant les questions rituelles. Alors, est-ce que tu peux nous dire déjà comment tu vois la relation au corps et comment on développe la joie à travers notre relation au corps? Alors déjà, moi, ce que je vois beaucoup en consultation, c'est des personnes qui sont pas en phase avec qui elles sont. Mm. Et elles sont déjà pas en phase avec leur corps. Elles sont déjà déconnectées de leurs sensations. Donc, la première chose, de toute façon, avant même, en fait, de savoir si on est à l'aise dans son corps ou pas, c'est déjà de se reconnecter aux sensations du corps. Donc là, Mm. le yoga, c'est fondamental. Aussi bien la philosophie du yoga, bien sûr, mais les asanas et la respiration et tous les rituels yogiques. C'est fondamental parce que on va ressentir son corps. Donc déjà, ressentir son corps, c'est la première étape, savoir, voilà, est-ce que là, je sens en moi que c'est juste, est-ce que j'ai quelque chose de positif ou de négatif qui se passe, par exemple, quand je fais telle ou telle action ou quand j'ai telle ou telle décision à prendre. Le corps, c'est le premier guide, en fait, c'est la boussole. Donc, si on arrive déjà à se reconnecter à peu près à ça, c'est top. Mm. Après, évidemment, il y a comment, en fait, je traite mon corps au quotidien. Donc là, ça, c'est une autre histoire. Voilà, comment je le traite, c'est qu'est-ce que je lui donne en fait comme carburant. Qu'est-ce que je lui donne à manger. Comment je lui parle, comment je le regarde, comment je le touche.
Quel est le rapport que j'ai à mon corps? Comment en fait je le pousse au quotidien? Comment j'arrive à poser mes limites, à les respecter ou pas, à respecter ma fatigue ou pas, à lui faire du bien ou pas? Donc, il y a toutes les activités en fait sportives pour pouvoir justement le mettre en mouvement, enfin le célébrer hein, quelque part, se rendre compte que il est là et qu'il est merveilleux, qu'il est capable de faire énormément de choses. Donc aussi en fait faire tourner la machine pour pas qu'elle roule. Et puis il y a aussi comment j'arrive à prendre soin de lui avec des massages par exemple ou avec les petits rituels que je vais faire au quotidien. Donc les rituels ça peut être déjà avant de prendre sa douche se faire un petit massage à l'huile de sésame, pourquoi pas. Ça c'est une chose, mais ça peut être aussi se nettoyer le nez, ça peut être se masser les pieds. Quand on a une petite tension, faire des étirements, des choses simples en fait. Mais respecter en fait le message que le corps va envoyer et en prendre soin en fait, accueillir ça parce que le corps il est toujours là pour nous parler, il vient nous dire quelque chose. Donc quand on a des torticolis à répétition après chaque réunion par exemple, il y a des questions à se poser et c'est pas anodin. Donc respecter son corps et avoir un bon rapport et une bonne communication avec lui, c'est aussi aller être à l'écoute en fait de ça et aller en prendre soin, aller se masser le cou par exemple, faire des choses, mettre en place des actions. La nourriture évidemment ça fait partie de ce cheminement-là, c'est très important parce que c'est ce qui va construire le corps. Et après en fait il y a aussi le rapport qu'on a par rapport à la vision qu'on a de soi. Donc beaucoup de personnes, moi je vois en consultation, sont très mal à l'aise avec elles-mêmes. Elles ne s'aiment pas physiquement, elles se trouvent pas assez en général. C'est ce que je dis, le pas Mhm. assez. Pas assez bien, pas assez belle, pas assez mince, pas assez grosse, des pas assez gros seins, des pas assez grandes. Enfin, il y a toujours quelque chose. Enfin, ou pas des pas assez beaux cheveux, des voilà. Alors qu'en fait, on est parfait tel que l'on est. Et en fait, il faut de tout. Justement, c'est la richesse, la variété du monde. En fait, c'est aussi la richesse de l'Ayurveda que d'accueillir en fait tous les profils et toutes les personnes avec tout ce qu'elles sont en fait. Donc, c'est important en fait dans l'Ayurveda sourire d'accueillir qui l'on est, avec tout ce qu'on a en fait, sans rien rajouter et sans rien jeter. En fait, c'est vraiment toute la complexité de la personne qui fait sa richesse et sa beauté. Et le rapport au corps, c'est extrêmement important. Donc des personnes qui sont mal dans leur peau, par exemple, on va travailler sur le rapport au corps sous différentes formes. Mais on va utiliser tout ce que j'ai déjà dit précédemment, mais aussi ça peut être des exercices en fait où on se reconnecte en fait aux sensations, où on sent par exemple ses bourrelets, où on va sentir aussi le fait qu'on est plus ou moins légère ou plus ou moins sèche. Enfin, selon les personnes, je dis au féminin parce que souvent c'est des femmes se regarder dans le miroir et s'accueillir chaque fois plus, chaque jour, faire des petits rituels d'amour de soi, plein de choses en fait, se toucher, enfin, voilà, ressentir le corps, voilà, un petit massage, des petites choses simples, se prendre dans ses bras, enfin voilà, des petites choses comme ça. Donc le rapport au corps c'est fondamental, c'est notre véhicule, c'est celui qui va nous permettre d'avancer et puis justement de mettre en place en fait tout ce qu'on peut mettre en place au quotidien et d'offrir en fait la beauté que l'on est au monde. Sans son corps, on ne peut rien faire. Donc c'est vraiment très très important. Et d'ailleurs, on passe par le corps pour soigner l'esprit en Ayurveda. Donc le corps, c'est la première porte. Et encore une fois, le meilleur guide, le meilleur ami, le meilleur compagnon de voyage, c'est son corps. Donc il faut savoir en prendre soin. En prendre soin et bien communiquer, faire attention aux signaux, comme tu disais, pour intervenir et pouvoir lui offrir ce dont il a besoin et ce dont on a besoin à Voilà. travers les massages ou autres. Et puis reconnaître sa beauté tous les jours en fait hein, aussi. Voir en fait la chance qu'on a aussi être dans la gratitude de déjà pouvoir ouvrir les yeux et de toutes les choses que notre corps nous permet de faire. Au final, c'est plein de petites choses simples à mettre en place au quotidien et qui nous permettent de mettre le sourire au cœur de notre quotidien, quoi. Exactement. C'est du bon sens. Parce que l'Ayurveda, c'est du bon sens. Tout à fait. Bah justement, Gwenaëlle, tu vas nous dire comment tu mets du sourire dans ton quotidien, puisque notre question justement, c'est, puisqu'on arrive à la fin de l'épisode là, c'est quels sont tes rituels pour, du coup, pour mettre de la joie dans ton quotidien? Comment tu fais vivre la joie au quotidien dans ta vie? En dehors de la compagnie créole, que j'ai déjà révélée. Non, mais je crois que moi, ce qui est important pour moi déjà, c'est la gratitude. C'est vraiment important tous les jours, en fait. Voilà, j'exprime ma gratitude pour toutes les choses que j'ai.
Donc ça, c'est un rituel en soi pour moi. Je prends soin de moi en fait tous les jours à ma façon avec des choses en fait qui me font du bien. Euh, Par exemple, le nettoyage nasal pour moi c'est extraordinaire. Enfin, j'adore cette pratique. Et le nasia aussi, donc vraiment me nettoyer le nez, donc Jalanetti, puis après me mettre de l'huile dans le nez, donc le nasia. Ça fait vraiment partie des rituels en fait qui font partie intégrante de mon quotidien. Et quand je le fais pas, ben, je me sens pas bien. Si je peux méditer, en général, j'essaie de méditer tous les jours, mais je le dis en toute transparence, ça m'arrive parfois de ne pas le faire. Je suis parfaitement imparfaite, voilà. Hein. Mais ça me fait un bien fou aussi de pouvoir en fait instaurer un petit moment de calme avec moi-même et de reconnexion avec ma personne. Voilà, m'offrir ça pour moi c'est vraiment important. Et puis le soir aussi en fait, avant de me coucher, moi je récite des mantras et c'est le moment en fait de mes gratitudes. Donc ça, je dirais que c'est mes petits rituels en fait qui sont vraiment importants. Après, je peux toujours en instiller des nouveaux chaque jour, hein, à chaque fois que c'est possible. J'adore par exemple faire des rituels avec la lune. Voilà, j'ai des rituels avec Ganesh. Enfin, j'en ai plein en fait, hein, mais voilà, c'est pas forcément tous les jours. En tout cas, au quotidien, je dirais que le nettoyage nasal, le nasia, les gratitudes, et puis mes petits mantras, moi, ça fait ma joie. Tu te rends même plus compte que c'est des rituels tellement c'est intégré dans ton quotidien. Ça fait partie de ma vie, voilà, exactement, comme me brosser les dents. Est-ce que tu peux nous révéler quels sont tes projets pour les semaines, les mois à venir? Alors, bah justement, vu les circonstances, là, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de pauses hein, sur tous les projets que j'avais mis en place avec le Covid. J'avais pour projet en fait de faire des cercles de femmes que j'ai déjà commencé. Hein, j'ai déjà commencé l'année dernière. Les cercles des Sundari, donc qui sont des cercles de femmes ayurvédiques inspirés des déesses indiennes. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de redévelopper encore puisque ça avait été extraordinaire. J'ai pas de mots en fait pour ce qui s'est passé en fait pendant ces cercles que j'ai organisés. C'était vraiment dingue. Donc c'est quelque chose en fait que je vais relancer. Donc dans les prochaines semaines en tout cas. Après, j'ai pas mal de vidéos en cours, donc voilà, j'ai toujours mes podcasts sur Radio Médecine Douce, donc l'Ayurveda Sourire le vendredi soir à 20h. J'ai des projets d'écriture également, mais sur un plus long terme parce que c'est des projets qui sont très denses. Donc voilà, on a commencé avec l'Ayurveda Sourire, hein, le livre chez les éditions Marie-Claire, qui est aussi en livre audio d'ailleurs sur Audible pour ceux que ça intéresse, qui n'aiment pas lire. Même si c'est toujours mieux le livre papier, je trouve, mais enfin, mon opinion, hein, voilà. Et donc voilà, il y a d'autres projets d'écriture, des choses comme ça en tout cas. Voilà, donc pour l'instant en tout cas, à court terme, moyen terme, je dirais que c'est ça. J'ai beaucoup de projets dans la tête encore, mais comme on est dans une période très instable, j'attends d'avoir un peu plus de stabilité. Justement, peut-être que mon Vata est déjà en augmentation là, avec cette réponse d'automne. Donc m'ancrer un peu plus aussi pour pouvoir y voir un petit peu plus clair. Ok. Notre dernière question va te plaire. Elle s'appelle Un instant de gratitude. Ah, en effet. Alors, est-ce que tu peux nous dire qui tu aimerais remercier? Ou de manière plus globale, qu'est-ce que tu aimerais remercier? Alors moi, je pense que s'il y a une personne en fait que j'aimerais remercier, c'est ma mère. Voilà, parce que, enfin, c'est déjà parce qu'elle m'a donné la vie et parce que ma mère, en fait, ça a été, parce qu'elle n'est plus de ce monde, ça a été la personne la plus inspirante que j'ai été amenée à rencontrer dans ma vie. Je trouve que c'est la personne la plus extraordinaire en fait qui a croisé mon chemin. Donc je pense que si jamais je dois remercier quelqu'un aujourd'hui, ce serait elle déjà pour ce qu'elle était, pour tout ce qu'elle a apporté au monde, puisqu'elle était, en plus elle était infirmière, donc elle a beaucoup aidé beaucoup de gens. Euh, et puis tout ce qu'elle a pu, enfin toutes les graines en fait qu'elle a semées en moi et qui ont pu en fait se déployer. Donc voilà, je dirais que c'est elle la plus grande divinité de ma vie, que parmi toutes les déesses, il n'y en a pas une seule qui est à sa hauteur et que vraiment ce serait pour elle le grand merci. Waouh, c'est beau. Merci beaucoup, Gwenaëlle, pour toutes ces informations, pour ce partage de sourires audio que tu transmets, je pense, à travers cet épisode. Où est-ce que nos auditeurs peuvent te retrouver s'ils veulent croiser ton chemin, en physique si possible, ou sinon via les réseaux?
Alors, du coup, il y a mon site. Mon site internet, c'est quand même la voie la plus facile. Donc, c'est www.mihira-ayurveda.com. Mihira, c'est M-I-H-I-R-A. Ça veut dire le soleil en sanskrit. Et après, sur les réseaux, bien sûr, sur Facebook ou Instagram, donc sous Mihira Ayurveda. Voilà, ils peuvent aussi, bien sûr, lire mon livre. Ils peuvent écouter mes podcasts sur Radio Médecine Douce. Bien sûr, prendre rendez-vous pour une consultation, ça c'est le mieux. Donc, je fais des consultations dans mon cabinet dans le 18e à Paris. Mais pendant le confinement, du coup, j'ai développé les consultations en ligne pour les personnes en fait qui pouvaient pas se déplacer, puis de toute façon, on était confinés. J'ai pas mal de clients à l'étranger en province, donc du coup, ça les arrange aussi de faire des consultations en ligne. Malheureusement, l'inconvénient des consultations en ligne, en tout cas, c'est qu'il n'y a pas la prise de pouls. Donc voilà, il faut juste être conscient de ça. Donc à chaque fois que c'est possible en fait de favoriser la consultation physique, je préfère, mais en tout cas la consultation en ligne est possible et franchement on peut aussi très bien avancer sur beaucoup de sujets en ligne. Tout à fait. Donc voilà, je dirais que c'est ça. Si les auditeurs veulent me retrouver, en tout cas avec plaisir et joie, ce sera via ces réseaux-là. Ok. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Merci à vous, Nathalie et Lorraine. J'ai passé un très beau moment. Merci de m'avoir invitée. Merci. Avec plaisir. Merci pour ce partage aussi très complet. Bon, on aurait pu parler encore pendant des heures et des heures, évidemment. Ah. On pourra faire une série d'épisodes. Voilà. Sur le rire, le sourire. Oui. Avec joie. Merci pour votre écoute. Si comme nous vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast et bien sûr en vous abonnant au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page Facebook Podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. À très bientôt!